quatrième. Alors, on se retrouve pour cette troisième vidéo concernant le cours Mer et Océan, un monde maritimisé. On avait eu déjà dans un premier temps une vidéo de tutoriel un petit peu pour vous expliquer comment utiliser deux logiciels qui permettaient de créer un itinéraire pour voir un peu quel était le parcours d'un produit ultra mondialisé, c'est-à-dire un vêtement, le t-shirt. J'avais également mis dans la deuxième vidéo la correction de cette activité, donc qui a été postée au milieu de la semaine, là, donc mercredi. Et là aujourd'hui, je vous avais demandé de faire la séance numéro 2, c'est-à-dire voir un autre aspect de l'importance on va dire des mers et des océans, c'est-à-dire vraiment sur le trafic maritime, donc centré sur le trafic maritime, mais également sur des enjeux un peu plus larges, c'est-à-dire aussi avec les ressources, à savoir la séance numéro 2. Donc aujourd'hui on corrige cette séance, il y aura une trace écrite à la fin de la vidéo, et vous aurez le travail à faire pour la prochaine fois, qui sera quand même à bien suivre même avec cette vidéo, puisque je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez réussir l'activité de la séance numéro 3. Alors j'ai un nouveau petit jouet donc pour voir si ça marche bien, donc ça permettra de m'éviter de me retourner et d'avoir à cliquer sur une souris, ça peut être pas mal. Donc la vidéo est toujours divisée en deux parties, correction des exercices, explication de cours, le travail à faire pour la prochaine fois dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, dans un premier temps, vous aviez donc à noter le titre de la séance avec le document 1 et l'exercice, c'est-à-dire donc quel est l'impact de la circulation maritime dans le détroit de Malacca et dans la mer de Chine méridionale. Donc c'est une zone spécifique que je vous ai donnée dans cette étude de cas, en fait, pour essayer de voir un peu quels pouvaient être les enjeux quand il y a plusieurs pays, plusieurs acteurs qui sont concernés et qui peuvent à un moment donné être en rivalité les uns avec les autres. Donc dans le document 1, vous aviez une carte qui représentait pas mal de choses. Alors, des choses qui pouvaient être intéressantes et d'autres moins. Donc, d'après l'exercice qui était d'essayer de trouver pourquoi le détroit de Malacca est un passage stratégique, certaines informations n'étaient pas utiles. Le nombre, par exemple, d'habitants dans les grandes villes n'a pas vraiment d'importance. D'accord ? Tout comme, par exemple, le fait que vous ayez à un moment donné des zones de piraterie, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Donc on allait plutôt se centrer sur ce qui représentait les routes maritimes internationales. Quand on regarde, on se rend compte qu'il y a une grande route maritime qui passe justement dans ce détroit de Malacca, qui est situé ici. Alors voilà, je tape et puis du coup je fais n'importe quoi. Donc on a le détroit de Malacca qui est ici, et qui est donc une zone finalement assez triquée, où vous allez avoir un passage très important de navires dans cette zone. Alors pourquoi on a autant de navires qui passent dans ce détroit de Malacca? Tout simplement, c'est lié au fait qu'on est proche de la Chine. La Chine qui est donc l'atelier du monde, l'endroit où on retrouve le plus d'industries, le plus d'entreprises qui vont fabriquer un certain nombre de produits qui sont vendus dans l'ensemble du monde, que ce soit aux États-Unis, donc en Amérique, mais également en Europe ou en Afrique, ou même dans la partie, on va dire, orientale, on va dire occidentale de l'Asie, donc le Moyen-Orient, tout ça. Donc ce sont des régions qui sont aussi tributaires de cette Chine. Et pour pouvoir amener les produits jusqu'à ces zones de consommation, ces zones de vente, il faut utiliser tout simplement des navires, et ces bateaux, ils passent par le détroit de Malacca majoritairement. Donc vous avez une route maritime qui est importante et qui voit passer des centaines de navires assez fréquemment, et qui du coup est une zone à enjeu très important. Donc la carte permettait de le voir par rapport à cette route maritime internationale. Vous avez aussi l'importance on va dire, avec la zone de piraterie, qui montre aussi que c'est une zone où on a des personnes qui peuvent être tout simplement tentées de commettre un certain nombre de crimes pour en tirer un bénéfice. Alors, dans les précédentes années, je mettais une vidéo qui montrait un peu à quoi pouvait ressembler la piraterie dans cette zone du monde. Il faut savoir qu'elle a un peu baissé ces dernières années, parce qu'il y a une grosse surveillance de beaucoup de pays pour empêcher finalement les actes de criminalité. On avait un certain nombre de petits navires qui étaient utilisés pour aborder les navires qui transportaient donc les porte-conteneurs ou les tankers, c'est-à-dire les navires qui transportent du pétrole. L'objectif était de prendre en otage les marins et de demander des rançons, sinon on exécutait tout simplement les marins. Donc ça permettait pour ces personnes qui souvent étaient dans l'extrême pauvreté, de retirer un certain nombre de ressources financières à l'aide de ces demandes de rançon. Donc comme il y a beaucoup de navires qui passent, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps avant d'en voir un passer proche de vous, et avec leur vitesse limitée, ces petites embarcations de pirates arrivaient facilement à prendre tout simplement d'assaut ces grands navires de commerce. Alors, donc, on ne va pas s'intéresser trop à la piraterie. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur le transport de marchandises. C'est donc une zone très importante. Alors, vous pouvez regarder un petit peu à quel point c'est aussi important au niveau du trafic mondial. Il y a un site sur Internet, vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez trafic
maritime en temps réel. Vous allez tomber facilement dans les premiers liens sur un site qui permet de voir l'ensemble des navires qui circulent actuellement. Vous pouvez trier le type de navire que vous voulez regarder. Si c'est des navires de transport de marchandises, vous regardez et vous vous rendez compte que dans cette zone, il y a quand même un très grand trafic maritime qui est repérable déjà avec ce site internet. Alors, on continue. Alors, en tout cas, le trafic maritime intense, ça c'est important, je vous l'ai dit. Et puis aussi le fait que c'est un passage étriqué, donc ça c'est vraiment les éléments essentiels qu'il fallait noter dans votre cahier. D'accord ? Alors, on passe ensuite au document 2. Alors, document 2, c'était le découpage de l'océan selon le droit international. Il faut savoir que le droit international essaye de mettre en place des règles pour que les pays respectent un certain nombre de droits, pour éviter que ce soit tout simplement la loi du plus fort qui permet de dire qui va exploiter certaines ressources, qui va avoir le droit d'utiliser un certain nombre de choses dans une zone marine. Il faut savoir que dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on n'avait pas forcément l'obligation ou la nécessité d'avoir des règles aussi complexes, tout simplement parce que dès qu'on s'éloignait des côtes, on n'avait pas les technologies ni on va dire le besoin de savoir comment on gérait ce qui se passe par exemple en dessous des fonds marins, c'est-à-dire toutes ces zones de fonds sous-marins qui sont aujourd'hui des zones qui peuvent être exploitées avec nos technologies si on y retrouve des ressources. On ne va pas exploiter n'importe quoi, mais si on y retrouve des minerais, si on y retrouve des hydrocarbures, si on y retrouve un certain nombre de ressources qui peuvent être exploitables et qui ont une valeur, eh bien ça peut être intéressant de savoir qui aura le droit à un moment donné d'exploiter à tel endroit telle ressource. Donc il y a la convention de Montego Bay de 1982 qui permet justement de régler la question de l'appartenance des mers et des océans en fonction tout simplement d'une distance. Il faut savoir qu'on prend tout simplement un facteur qui est un facteur neutre, c'est-à-dire le rivage, et on va calculer à partir du rivage à combien de distance on se situe au niveau maritime, et dès qu'on atteint un certain point, ensuite on passe dans une autre zone. Vous avez toutes les zones qui étaient expliquées ici. Alors ça, bien entendu, c'est face à une situation idéale, c'est-à-dire vous avez un littoral et vous allez tout droit sans rencontrer aucune autre zone terrestre. Là, on va dire que la zone va être dans cette situation-là. Si par contre, entre-temps, vous rencontrez, avant d'atteindre ces valeurs, un nouveau territoire, on va dire un nouveau continent ou une île par exemple, et bien dans ce cas-là, vous avez un autre espace terrestre qui rentre en jeu, et donc on va tout simplement prendre la distance, on va dire tout simplement équidistante entre les deux, et on prendra donc chacun la moitié. Mais là, on va prendre pour l'instant, pour être plus simple, la version idéale. Vous avez votre rivage et vous avez on va dire de l'étendue maritime à perte de vue sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc, la première question était jusqu'à combien de milles un État peut-il exploiter en exclusivité les ressources marines? Alors, il fallait regarder par rapport au numéro et ce qu'il était indiqué dans l'explication. Donc 1, la mer territoriale, c'est 12 000. 2, la zone économique exclusive, donc zone dans laquelle l'État peut exploiter les ressources. Et 3, le plateau continental étendu. Et 4, les eaux internationales. Si on regarde cette référence, on peut dire que c'est le numéro 2. Donc ça veut dire que c'est 200 000. Donc 200 000 qui permet de savoir jusqu'à quelle distance on peut exploiter le sous-sol et les ressources marines d'un espace maritime par rapport à la distance à un littoral. Alors, en kilomètres, ça fait combien? Parce que 200 000, ça n'a pas forcément de sens, surtout pour nous qui sommes quand même dans un territoire terrestre continental, on n'est pas proche de la mer, ce n'est pas des mesures qui nous paraissent, on va dire, faciles à comprendre. Donc, je vous demandais de faire un calcul tout simplement avec l'aide du chiffre qu'il y avait dans le document, en sachant qu'un 1000 correspond à 1,85 km environ. Ça vous donnait tout simplement, avec la multiplication, 370 km. C'est quand même pas rien. En gros, dès le moment où vous êtes sur le rivage, si vous n'atteignez aucune terre sur plus de 700 km, vous savez que de toute manière, vous avez 370 km qui seront à vous, dans lesquels vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez important, c'est quand même non négligeable. Alors, ensuite, vous aviez une autre question avec ce document. À l'aide de ce document et de la carte, donne le nom de pays qui peuvent revendiquer une partie des ressources en mer de Chine méridionale. Alors, on avait une carte qui nous montrait la mer de Chine méridionale. Pour pouvoir réussir à trouver quel pays était concerné, il suffisait déjà de regarder l'échelle. Alors l'échelle, elle est au-dessus. Vous avez ici 400 km, donc qui est représentée par un trait. Vous savez que c'est la distance, en gros, à l'échelle de la carte. Donc 400 km, ça tombe bien. Vous avez 370 km de ZEE, donc c'est à peu près équivalent à cette zone, à cette mesure-là. Si vous regardez la mer de Chine méridionale, c'est tout simplement cette zone qui est ici, donc située en Asie du Sud-Est. Et on prend donc l'échelle plus
la localisation et on regarde tout simplement quels sont les territoires qui sont situés dans cette zone. Alors c'est simple, on a la Chine, on a le Vietnam, on a les Philippines, on a le Cambodge, on a également le Brunei, Malaisie, Thaïlande, Indonésie et même Taïwan. Bref, énormément de pays, énormément d'États qui ont des possibilités de revendication sur cette zone maritime. Alors, c'est pour cela qu'il va y avoir un certain nombre de tensions. Et ça, c'est très important à savoir, puisque c'est, on va dire, l'essentiel du sujet du document 3. On est dans une mer où il y a énormément de revendications. Pourquoi il y a autant de revendications? Tout simplement par rapport à ce que vous avez marqué dans la légende qui vous montre qu'il y a un certain nombre de ressources. Donc, on va passer à ce document 3, justement, où on doit revenir sur cette carte, et je vous donnerai les réponses en même temps. Vous aviez une vidéo qui vous montrait un événement, une tension qui est apparue à un moment donné entre les États-Unis et la Chine, suite tout simplement à un survol des îles d'îles artificielles chinoises par des avions américains sans l'autorisation des Chinois. Et donc forcément, ça crée tout de suite un petit conflit. Alors ça ne crée pas tout de suite une guerre, on est dans des pays, face à des pays assez importants qui ne peuvent pas se permettre de rentrer en guerre aussi facilement. Ça déclencherait forcément un conflit extrêmement, on va dire, grave. Donc c'est plutôt, on va dire, on a des colères qui vont se développer et on a surtout, on peut avoir des sanctions économiques qui pourraient être amenées à se mettre en place plutôt qu'on va dire un conflit armé tout de suite. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a des tensions entre ces deux pays. Alors, vous aviez dans un premier temps à localiser, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quels étaient les éléments qui étaient associés aux îles Spratly quand on regardait cette carte. Alors les îles Spratly, c'est ici. Donc vous avez deux choses qu'on peut voir par rapport à ces îles. Vous avez le fait que c'est une zone de litige territorial, mais c'est également une zone où on va retrouver un certain nombre de gisements d'hydrocarbures. Alors pourquoi il y a des gisements d'hydrocarbures ici, et pourquoi c'est une zone de litige territorial? C'est lié en fait. Le fait qu'il y ait des ressources importantes, ça permet tout simplement d'attirer la convoitise. Quand vous avez des zones maritimes avec des ressources, forcément les gens, ou du moins les pays, vont être intéressés à posséder ces territoires. S'il n'y a rien, là en général il n'y a pas de problème, on arrive forcément à s'entendre avec le voisin. Par contre, s'il y a une ressource, là ça peut rapporter de l'argent, là ça peut donner un avantage, donc forcément on va essayer de se dire, ici j'ai peut-être moyen de dire que c'est à moi, donc je ne vais pas me priver, je vais dire que c'est à moi. Alors, donc, le fait qu'il y ait les principaux litiges territoriaux et le gisement d'hydrocarbures, c'était donc la réponse à cet exercice. Ensuite, vous aviez une question, quelle est la particularité des îles chinoises de cette région? J'ai déjà donné la réponse tout à l'heure, c'est tout simplement que ce sont des îles artificielles. Donc là, les Chinois ont créé des îles, et ensuite, ils ont appliqué un droit comme si c'était des îles naturelles. Sauf que, pour les Américains, tout simplement, les îles artificielles, pour eux, ça ne correspond pas à un territoire naturel, donc forcément, on ne peut pas appliquer les règles qu'on a vues précédemment sur Montego Bay et sur un territoire, on va dire, continental. C'est une île artificielle, à ce moment-là, n'importe qui peut fabriquer une île n'importe où et dire que du coup, il possède un certain nombre de droits sur des ressources marines autour. Donc, les Américains refusent cette règle-là, et forcément, pour provoquer un peu les Chinois, ils vont tout simplement aller outre leurs recommandations, c'est-à-dire dire, nous à un moment donné, on veut traverser un certain espace aérien, ici il y a une île artificielle chinoise, on ne va certainement pas se détourner. Si on se détourne, ça veut dire qu'on reconnaît l'existence d'un territoire chinois à cet endroit-là, et forcément ils vont gagner les Chinois. Donc non, on va passer tout droit, et on va dire de toute manière ici, c'est ridicule, ça n'a pas lieu d'être. Forcément les Chinois ne sont pas d'accord avec ça, et ça provoque la tension. Alors, la troisième question, pourquoi peut-on dire que la mer de Chine méridionale est une zone de conflit important aujourd'hui? Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, on pouvait tout simplement dire qu'il y avait beaucoup d'enjeux en fait dans cette zone. On a dans un premier temps le passage maritime important qui permet de transporter l'ensemble des produits manufacturés. Les produits manufacturés, c'est les produits qui sont fabriqués à la main ou dans une entreprise qui ne sont pas des produits naturels. Donc tous ces produits fabriqués dans des usines en Chine qui doivent être ensuite vendus dans les autres territoires mondiaux, il y a une grande chance qu'ils passent notamment par le détroit de Malacca. Donc c'est un passage maritime majeur. Contrôler des îles sur ce passage, c'est contrôler un petit peu le trafic de bateaux et ça peut permettre à un moment donné soit de le bloquer, soit de le protéger. C'est donc une zone très très importante. La Chine ne peut pas se permettre de laisser ce passage sous la surveillance uniquement de pays qui pourraient devenir des pays hostiles ou des pays qui pourraient lui poser des problèmes. Donc les Chinois veulent absolument avoir un contrôle sur ce passage de bateaux qui viennent de chez eux, tout simplement, ou qui arrivent chez eux. Ensuite, il y a des ressources assez précieuses. Les hydrocarbures, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz. Le fait d'en avoir dans des zones, ça permet d'avoir des ressources tout simplement énergétiques. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas encore s'en passer. Forcément, avoir des ressources
sur son territoire, ça évite d'aller en acheter ailleurs, ça permet d'avoir une sécurité aussi, de pouvoir avoir un approvisionnement par rapport à son propre territoire. C'est donc très capital pour un pays de posséder ce genre de ressources. S'il a les moyens d'avoir des territoires qui possèdent ces ressources, il fera tout pour essayer de l'obtenir. Et pour terminer, il y a bien entendu ce qu'on appelle les rivalités entre puissances. Et là, ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir aussi des luttes d'ego, c'est-à-dire qu'un pays qui tente de s'investir ou de se mettre en avant dans une zone, si derrière il a un rival, ce rival va peut-être tout faire pour essayer de le contrecarrer, pour éviter que son adversaire prenne trop d'influence dans la région. Donc il peut y avoir aussi des luttes où des pays viennent intervenir dans une zone sans forcément y avoir un intérêt direct, mais c'est juste pour arranger des alliés ou c'est pour contrecarrer des rivaux. Donc c'est le cas par exemple des États-Unis qui sont intervenus ici, mais qui n'ont pas de territoire sur place, mais qui vont à un moment donné essayer de contrecarrer la Chine pour éviter qu'elle prenne trop d'ampleur dans cette zone. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir sur ces études de la séance 2. Voici une trace écrite que je vous propose assez courte. Donc le détroit de Malacca est un lieu de passage majeur pour le commerce mondial. C'est aussi une zone extrêmement convoitée par les pays de la zone à cause de ses ressources d'hydrocarbures importantes. C'est donc une région sous tension. Alors j'ai parlé du détroit de Malacca, vous avez vu, finalement j'étais un peu plus large, puisque j'ai pris l'ensemble de la mer de Chine méridionale, mais ce n'est pas le plus essentiel ici. Ce qu'il fallait vraiment retenir, c'est que les mers et les océans, c'est des lieux de convoitise, ce n'est pas seulement des lieux de passage où on va faire tout simplement traverser des marchandises d'un point à un autre en utilisant la mer. Ça peut aussi être des zones où il y a des tensions parce qu'il y a des règles à respecter, parce qu'il y en a certains pays qui veulent s'imposer sur certaines zones, et parce qu'il peut y avoir des ressources qui rapportent beaucoup et qui peuvent du coup attirer la convoitise de certains. Alors, pour la prochaine fois, ce que vous allez avoir à faire, et là c'est très important de m'écouter, vous allez devoir donc bien terminer la correction dans le cahier, faire ensuite les exercices des diapositives 15, 16 et 17 du diaporama. Alors attention, la diapositive 15, c'est l'essentiel du document, vous avez toutes les informations dedans, et vous avez la consigne, on va dire, de base, puisque ici vous allez avoir une activité de type AP. Vous vous souvenez, quand on fait une activité de type AP, vous avez 3 niveaux de difficulté. La plus dure, vous avez une synthèse avec un paragraphe à rédiger, et ensuite vous avez 2 autres niveaux de difficulté qui vous proposent des questions pour essayer déjà de, on va dire, défricher le terrain, c'est-à-dire de retrouver les principaux éléments qui seront utiles à la rédaction du paragraphe. Donc ces questions sont comme des indices, si vous voulez. Donc, en fonction de votre niveau, en fonction de votre on va dire, sentiment par rapport à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si vous vous sentez en facilité ou si vous vous sentez plutôt, on va dire, en situation un peu moins favorable, vous allez choisir vous-même le niveau de difficulté que vous voulez. Vous avez la difficulté 3 sur la première diapositive, il y a donc les 3 étoiles de la difficulté 3. Sur la diapositive 16, vous avez la difficulté 1, c'est-à-dire la difficulté la plus simple. Donc en gros, vous avez le plus d'indices et vous avez donc plus de questions que dans les 2 autres diapos. Et la diapositive 17, là, vous avez la difficulté 2, c'est-à-dire la difficulté un peu intermédiaire. À vous de choisir. Dans tous les cas, moi, ce que j'attends dans le cahier, c'est qu'au minimum, l'exercice de la difficulté la plus forte soit fait. C'est-à-dire que si vous me faites uniquement les questions d'indices, ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'on arrive au résultat, c'est-à-dire à me faire cette synthèse. Donc je donnerai une correction, bien entendu, dans la vidéo prochaine, et je vous expliquerai quels étaient les enjeux de cette séance, puisque là on va parler de la zone arctique. On va encore être obligé de parler de ces zones économiques exclusives, et on ira même plus loin en parlant de l'extension du plateau continental. Donc choisissez votre difficulté et faites l'exercice dans le cahier. Alors, la vidéo sera disponible jeudi, donc vous avez jusqu'à jeudi pour travailler, ça vous laisse un peu de temps. Et d'ici là, passez donc un bon week-end de 3 jours.